Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la donnée fournisseur, dans lequel on va partager autour des enjeux sur l'agilité et l'efficacité des organisations achats. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi Stéphanie Lapierre. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. J'espère que tout le monde nous entend bien et que tout le monde va bien. On va démarrer ensemble ce webinaire. À la fin de l'événement, vous aurez la possibilité, vous pouvez le faire dès maintenant, poser des questions à moi-même ou à Stéphanie, et on tâchera d'y répondre dans les 15 dernières minutes de l'échange. On aura aussi l'occasion de vous partager l'enregistrement de la session d'aujourd'hui et la présentation qu'on va vous faire. J'espère que tout le monde est bien installé et que tout le monde nous entend bien, nous voit bien et que on va pouvoir du coup passer un bon moment ensemble. Donc, comme je le disais, on a le privilège d'être aujourd'hui avec Stéphanie Lapierre, qui est la fondatrice et la dirigeante CEO de Tealbook. Stéphanie, je vais peut-être te laisser te présenter un petit peu plus que ça. Oui, bonjour, donc bon après-midi. Moi, je suis au Canada, donc c'est encore tôt le matin. Donc, moi, je suis la fondatrice de Tealbook. Je viens du Québec originairement. Ça fait longtemps que je suis partie du Québec. Il va falloir... mon français, ça fait longtemps que j'ai pas parlé en français, puis je travaille jamais en français, donc il va falloir me pardonner pour mon anglicisme. Moi, j'ai commencé Tealbook, ça en fait maintenant 6 ans. Ça a été inspiré par le travail que j'ai fait du côté consulting. Donc, j'avais une firme qui faisait de la consultation avec les grandes entreprises. Ça avait commencé avec pour trouver l'innovation. Donc, j'aidais les équipes à résoudre des problèmes avec l'innovation qui venait toujours de fournisseurs. Donc, j'avais développé un processus qui marchait bien. J'ai travaillé avec beaucoup de grandes entreprises. Et puis, soudainement, le département Strategic Sourcing commençait à se formaliser. Et mes clients qui aimaient beaucoup le processus qu'on avait appliqué, qui était toujours comme assez consistant. Les gens arrivaient à des meetings ou qui étaient sur la même longueur d'onde. Et le résultat était toujours aussi très positif. Donc, j'ai commencé à développer des départements de strategic sourcing afin d'amener les objectifs de la business avec le département des achats. À travers les années, beaucoup de mes clients ont commencé à aller dans les petites entreprises qui allaient chercher des fonds de capitaux et grandissaient très, très rapidement. Donc, ils avaient besoin de tout sur une infrastructure pour lancer leur premier produit global. Et puis, soudainement, le département des achats n'était pas tellement d'épargner, mais c'était d'accélérer. Et puis, moi, j'avais une vision où qu'on pouvait développer un bon département d'achat qui allait donner de la visibilité aux finances, qui allait être très enabling pour aider les gens à prendre des décisions plus facilement, sans rajouter des gens pour être plus effectif. Et puis, quand j'ai commencé cette entreprise-là, j'ai travaillé environ avec une centaine de compagnies, de startups qui grandissaient très rapidement. Et ce que moi, j'ai vu, c'est que très rapidement, on avait les mêmes problèmes. Parce qu'aussitôt qu'on achetait des softwares, des systèmes, on commençait à compartimentaliser l'information. C'était très difficile de retenir le type de visibilité et pas d'avoir des processus qui étaient très longs pour aller chercher l'information pour prendre des décisions. Puis je suis devenue très convaincue que l'information, ça l'ouvrait, ça débloquerait l'agilité pour le département des achats pour amener beaucoup d'efficacité au niveau financier et opérationnel. Donc, c'est ce qui m'a inspirée. J'ai beaucoup plus d'histoires que ça sur l'aventure d'avoir développé Tealbook, mais nous, on est maintenant basé à Toronto. On a 83 employés. On a une grande équipe de données qui est affiliée avec l'Université de Toronto, où le programme de machine learning a commencé. Et puis, on a fait 3 rondes de capitaux. On a déjà fait 22 millions de funding, puis on se prépare présentement à une autre plus grande ronde de financement. Maintenant, les choses grandissent et vont très bien. OK. Parfait pour un début déjà, et après on va essayer peut-être effectivement d'aller un peu plus loin et de mieux comprendre Tealbook. Mais je pense que Stéphanie, c'est un témoin privilégié de toute l'évolution de cette thématique de la donnée fournisseur et de son importance. Donc, on va pouvoir aller un peu plus loin.
Donc, moi, je m'occupe de la practice achat au sein de Fluxim. Fluxim, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on est ici en mission pour aider les organisations à se transformer, à se préparer pour demain. Donc, je pense que ça tombe bien, puisqu'on est vraiment ici dans une discussion qui vise à essayer d'aider tout le monde pour préparer l'avenir. Donc, je pense qu'on est absolument alignés. Je voulais peut-être tout simplement pour démarrer la session, Stéphanie, j'ai deux choses deux chiffres en tête. Le premier, c'est une étude que j'invite tout le monde à parcourir, qui est un peu longue, mais qui est intéressante, qui est une étude du Forum économique mondial de l'automne dernier sur le future of work. Donc, c'est une étude prospective sur l'avenir du marché du travail. Et il y a une question qui a été posée à des leaders dans le monde entier sur quelle est la réponse à la pandémie. Alors, je n'ai pas envie qu'on parle beaucoup de pandémie parce que je pense que tout le monde aujourd'hui voit que tout s'améliore et j'espère que c'est le cas pour tout le monde et j'espère que tout le monde va bien. Et donc, en fait, c'est quand même intéressant de voir qu'il y avait 3 réponses parmi 9 à choisir et 84% des personnes interrogées ont désigné l'accélération de la digitalisation comme étant le point le plus important. Le deuxième sujet, c'était donner des opportunités pour travailler à distance. Donc là, je pense que Stéphanie et moi, on est bien placés pour le dire, parce qu'effectivement, vous voyez qu'on est à distance. Je pense que c'est aussi le cas de pas mal d'entre vous. Et le troisième sujet, c'était l'automatisation des tâches. Et tu as parlé un petit peu de machine learning. Je pense que c'est aussi effectivement une des choses sur lesquelles tu travailles, et je pense qu'on pourra aussi en discuter. Ça, c'est effectivement pour voir que je pense que toutes ces thématiques étaient déjà présentes, mais que le contexte actuel fait on va accélérer et il va y avoir encore plus d'envie d'avancer. Deuxième chiffre, Stéphanie, je pense que c'est un chiffre que tu connais bien aussi, c'est les études de Deloitte sur le CPO Survey. Ça date de 2019, mais je pense que c'est toujours valable et je pense que c'est même encore plus valable. Maintenant, c'est à la question sur quelles sont les principales barrières à la digitalisation des achats. C'est la question posée au directeur achat et 57%, c'est la première réponse loin devant tout le monde, évoquait la barrière de la qualité de l'information, la qualité de la donnée. On ne parle pas forcément de la donnée fournisseur et pas uniquement, mais c'est aussi évidemment un des piliers. Et donc ça, je pense que c'est deux chiffres et deux éléments importants à voir pour notre discussion. Maintenant, je ne sais pas comment tu réagis et je pense que c'est intéressant de voir comment, du coup, d'un point de vue de la technologie ou du point de vue des avancées et de la vision que vous avez, tu rebondis sur ces éléments. Ouais, je peux rajouter que moi, je suis sûre que si on referait le même questionnaire, les chiffres seraient beaucoup plus hauts parce que nous, ce qu'on voyait même avant COVID, c'était le besoin d'accélérer. On voyait beaucoup que l'investissement dans les systèmes donnait pas le résultat d'avoir des meilleures qualités de données. Puis on voyait que ça changeait. On voyait déjà que les Chief Procurement Officers, les chefs de département d'achat, cherchaient des solutions. Et puis, ce qui avait été déjà établi, c'était pas les solutions qui avaient un résultat, qui donnaient des meilleures données. Et donc, puis quand on regarde l'évolution de ce qui est arrivé, comment on a développé notre architecture de technologie, c'est pour des bonnes raisons. On a commencé avec des systèmes qui étaient sur place, sur location, avec un grand mouvement sur le cloud. Puis je pense qu'une des assumptions qui était probablement fausse, c'est que les systèmes qui étaient sur le cloud allaient améliorer les données, allaient améliorer la qualité des données, puis c'est pas ce qui est arrivé. Quand je regarde le chef de département d'achat aujourd'hui, la situation qu'ils sont, c'est qu'ils ont investi des millions de dollars dans des systèmes de legacy system, leur système de base, historique. Et puis, ça donne toujours pas la bonne qualité d'information qu'ils ont besoin. C'est pas optimisé autant qu'il y aurait probablement, je suis sûre, fait l'investissement initial. Et puis là, ils ont un monde qui ouvre de tous les systèmes digitaux qui sont plus focusés sur résoudre des problèmes. Puis on en voit maintenant, il y en a des centaines, des mille, il va en avoir encore plus. J'étais un juge sur le Digital Procurement World juste la semaine dernière. Il y a tellement de nouvelles startups, des compagnies qui avancent très rapidement parce que la technologie d'aujourd'hui permet à ces entreprises-là d'accélérer leur développement. Excusez-moi, je suis de la maison. Et puis c'est attirant parce que beaucoup de ces solutions-là, ils sont justement utilisés pour accélérer la transformation digitale.
Mais le problème qu'on voit, c'est que si on achète des solutions digitales comme ça, comment qu'on les intègre dans les systèmes historiques? Puis la seule solution aujourd'hui, les deux seules solutions qu'on a vues, c'est qu'on les intègre. Si on les intègre, ça veut dire qu'il y a un investissement énorme sur l'intégration et l'infrastructure. On a encore besoin de services pour pouvoir mettre les données comme plus... c'est là que j'ai de la misère. Je parle jamais en français quand je travaille. Clean the data, enrichir les données et puis aussi les maintenir dans le système. Et on a besoin que les fournisseurs viennent sur un portail pour mettre leur information, puis aussi, pas juste le mettre l'information, il faut qu'ils reviennent pour pouvoir être sûr que l'information reste à jour. Et puis, c'est un gros problème parce que on a vu d'ici, puis on a les données, on va en parler aujourd'hui, mais le résultat n'est pas des meilleures données. Oui, on accélère des parties de la transformation, mais on n'a pas des meilleures données qui ne nous permettent pas d'avoir de la visibilité latérale sur tous les fournisseurs et puis l'information qu'on a besoin pour être plus stratégique. L'autre option, c'est qu'on les intègre pas. Fait que on fait beaucoup ça souvent avec des pilotes, on va les mettre de côté. Mais si on les met de côté, ça crée plus de silos. Et puis là, on n'a pas d'opportunité de connecter les données. Il faut qu'on fasse de la formation sur plusieurs systèmes. Donc, les employés, il faut qu'ils apprennent, puis il faut qu'ils loguent dans d'autres systèmes. Les fournisseurs, il faut toujours qu'ils reviennent à d'autres portails pour mettre l'information. Puis ça ne résout pas le problème. C'est ce que les chefs de département d'achat aujourd'hui, c'est ce qu'ils voient, puis ils sont pas capables de résoudre. Ce que fondamentalement, on va en parler aujourd'hui, c'est l'opportunité d'avoir une fondation de données qui permet d'intégrer ces systèmes-là, qui permet d'avoir de la visibilité. Et puis, ça change aujourd'hui parce que la technologie, elle existe. Il y a moi, ce que je vois beaucoup, surtout avec les entreprises de consultation, c'est qu'il y a une demande de pouvoir commencer à bâtir une fondation à l'interne. Puis ce que je vois, il y a des justifications pour en faire peut-être en partie, mais ce qui arrive, c'est que si on connecte tous les systèmes, ça assume que les données dans les systèmes sont bonnes. Fait que si on intègre toutes ces données-là, on connecte, on a une baguette magique, on est capable de connecter tous nos systèmes, bien, comment qu'on fait que l'information devienne meilleure? Parce que l'information vit dans les systèmes. Donc, ce qu'on va voir, c'est plus des analytics, c'est le côté analytique, mais c'est pas des bonnes données, fait qu'on n'a pas les bonnes analytiques. Et puis, si jamais il y a une autre baguette magique, puis ça, je suis sûre que ça n'existe pas, mais faisons qu'à semblant que les données dans les systèmes sont de bonne qualité, on est capable de toutes les connecter. On a juste la vue de ce qu'on fait, puis ce qu'on voit, puis ce qu'on connaît des fournisseurs. Puis selon moi, c'est ce qu'on voit pas qui est aussi peut-être même plus important que ce qu'on connaît puis ce qu'on voit. Donc, moi, je suis très convaincue qu'il y a un changement fondamental sur la façon qu'on doit diriger les transformations digitales. Puis ça doit commencer avec les données, pas les systèmes en premier puis les données après, parce que c'est là qu'on crée beaucoup de silos, c'est là qu'on crée beaucoup de manque de connectivité, puis on n'est pas capable d'opérer si on n'a pas des données. Oui, je crois que c'est intéressant ce que tu expliques avec les systèmes historiques, donc les ERP, les systèmes assez un peu anciens qui étaient souvent en prémisse et qui n'étaient pas forcément effectivement dans le cloud, qui sont encore plus difficiles à connecter. C'est que on les a conçus pour être présents massivement, mais sans réfléchir justement à cette qualité de l'information. Ça marche très bien pour des informations qui ne bougent pas beaucoup. Parler des allocations, des imputations, de toutes ces choses-là, des éléments d'organisation qui, même s'ils vivent, on peut toujours arriver à les maintenir parce qu'ils sont propres à l'entreprise, à l'organisation. En revanche, tout ce qui se passe autour, ça bouge tout le temps. Les fournisseurs, les nouveaux fournisseurs, ceux qui s'arrêtent, ceux qui commencent, ceux qui font d'autres activités, ça bouge tous les jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que c'était pas forcément quelque chose qui avait été pensé pour que toute cette activité de l'extérieur puisse arriver dans le système. Et c'est vrai que il y a un vrai enjeu à pouvoir faire que toute cette agitation à l'extérieur de l'entreprise puisse alimenter l'intérieur. On est souvent sur des rythmes très différents. Et moi, c'est ce qui me frappe quand je vois et tous les projets de transformation qu'on fait, c'est que et c'est aussi vrai sur toutes les nouvelles technologies. Tu disais qu'il y a beaucoup de technologies aussi achats qui naissent. C'est bouillonnant. Et une organisation, elle reste très finalement avec un rythme beaucoup plus
lent et c'est normal aussi parce qu'il faut maîtriser les choses. Mais donc, il faut qu'on arrive à alimenter effectivement les systèmes historiques ou d'autres systèmes à venir pour aider là, la fonction achat en l'occurrence parce qu'il faut qu'on arrive à capter cette information. Parce que sinon, on le fait à côté. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, effectivement, c'est beaucoup de choses qui sont faites en silo, c'est-à-dire qu'on va faire un petit bout ici, un petit bout là, un petit bout là. Mais du coup, on a du mal à avoir du levier, finalement, et à accélérer. Moi, souvent, ce que je dis, c'est pas de la faute à personne. La technologie qui existait était pas capable de donner l'information qu'on avait besoin à la vitesse qu'on en avait besoin. Puis quand on pense à c'est quoi l'information que le département des achats était capable de capturer, ben c'était les invoices, les transactions. Si on est capable de faire un workflow, comme un processus d'aller capturer l'information pour avoir de la visibilité, surtout si moi, mes mesures, c'est l'épargne, ben là, c'est plus important pour moi d'avoir de la visibilité sur mon spend data. Donc, ça va la construction de mon département des achats va être spend. Et quand quelque chose comme COVID arrive, spend, c'est pas super important, c'est une partie de toute l'information que tu as besoin. Ça n'a pas aidé les équipes de département d'achat ou les équipes de supply chain à pouvoir répondre rapidement aux besoins de l'entreprise, aux changements qui arrivaient. C'est là qu'on était arrivé à un moment dans la dernière année où que tout a accéléré parce que l'investissement qui a été fait dans les systèmes n'a pas donné l'information première des compagnies de systèmes pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Puis on a vu un changement, pas juste dans les clients, mais on a vu des changements dans les compagnies de software qui nous ont approchés à grande vitesse parce qu'ils n'étaient pas capables de répondre assez rapidement. Pas avec la façon que ça a été fait, qui est la dépendance sur les services et la dépendance sur les fournisseurs qui viennent sur un portail. Moi, je trouve la seule façon que cette façon-là d'opérer peut fonctionner, c'est que s'il y a un système seulement qui est la monopolie et que tout le monde participe au même système, et même on regarde à Ariba qui avait le marché principal qui n'a pas été capable de donner de l'intelligence, il n'a pas été capable d'avoir tous les fournisseurs qui viennent sur Ariba, même si la promesse, c'est que ça leur donnait de la business, puis tout ça, puis on voit la même chose dans les portails. J'ai des clients qui vont me dire, on a un portail, les fournisseurs vont vouloir venir au portail parce qu'ils vont vouloir travailler avec nous autres. C'est une fausse assumption parce que les fournisseurs ont besoin de maintenir des centaines de portails, puis ils le feront pas parce qu'ils n'ont pas le retour sur l'investissement est juste pas là. Ils vont le faire pour le payer, mais l'information va être super limitée, puis ça va pas donner de la visibilité aux entreprises qui ont besoin pour pouvoir aller chercher moi, je trouve que c'est la valeur des fournisseurs avec un asset. Je sais pas comment tu dis ça en français. Un asset. Un asset. Ses atouts, oui, sa valeur, c'est sa valeur. Sa valeur. Mais ça se retrouve peut-être dans cette étude de Wakefield. Effectivement, tu te dis, finalement, l'analyse des dépenses, c'est bien, et encore. On peut dire aujourd'hui, le bilan est assez mitigé sur l'analyse des dépenses. On a encore beaucoup d'organisations qui, malgré tous les efforts, malgré tous les systèmes, les nouvelles technologies, même les différents outils achats, ça reste compliqué. Ça reste compliqué aussi. Il y a la donnée fournisseur, mais il y a d'autres problèmes. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir dans cette étude que finalement 96% des responsables achats disent que c'est finalement l'agilité qui est plus importante. Et c'est vrai qu'on a vu ce mouvement avec le Covid où le coût n'était pas un problème, il fallait trouver des fournisseurs. Et après maintenant on sort un peu, c'est plutôt les coûts. Alors effectivement, il faut être capable de réagir vite. Et c'est peut-être là qu'on retrouve ce que tu disais, qu'effectivement, la recherche aujourd'hui, c'est d'être capable de répondre vite à des changements. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et ça se retrouve effectivement dans la capacité du coup à identifier des fournisseurs rapidement et avoir la bonne information rapidement. Oui, l'identification de fournisseurs, c'est un résultat d'avoir l'information sur les fournisseurs à l'interne. Quand on a l'information sur nos fournisseurs, qu'on a déjà travaillé fort pour pouvoir les mettre sous contrat, les mettre dans leur système, faire le diligence, tout ça, encore là, c'est une mine d'or parce que même quand on a vu dans le COVID, il y avait des fournisseurs qui avaient probablement la capacité, mais ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. On ne sait pas nécessairement ce qu'on achète de eux, mais d'autres choses qu'ils font ou leur affiliation n'a pas pu pouvoir
aller taper encore là, c'est asset, dans ces relations pour pouvoir répondre plus rapidement. Parce que s'il y a des fournisseurs qui sont déjà sous contrat, la rapidité arrive beaucoup plus rapidement. Mais on n'avait même pas, la plupart des compagnies dans le département, des employés dans le département des achats ou supply chain avaient juste pas la visibilité qu'ils avaient besoin, à la vitesse qu'ils avaient besoin pour pouvoir commencer avec leurs fournisseurs de base. Même des petits fournisseurs qui avaient probablement la capacité pour pouvoir répondre aux besoins à court terme, ils n'ont juste pas la visibilité. C'est tellement manuel. Puis en plus, là, il faut aller chercher à l'extérieur pour des nouveaux fournisseurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont changé leur production pour faire des PPE, l'équipement protectif. Puis ils cherchaient des fournisseurs qui n'avaient jamais fait de la découverte avant. Fait qu'on commence de base dans un monde très, très compétitif, que ce soit parce qu'on change la production pour en produire ou j'ai besoin d'acheter l'équipement pour garder mes employés safe. Donc, on a eu nous, quand COVID est arrivé, on a annoncé au marché qu'on allait donner des listes parce que nos algorithmes cherchent des fournisseurs qui sont le plus semblables. On regarde à 300 dimensions d'un fournisseur, qu'est-ce qui est semblable à un autre fournisseur. Fait que nous, on avait annoncé qu'on donnerait une liste de fournisseurs à toutes les entreprises qui avaient des problèmes. Et puis, on a répondu à 170 demandes dans les deux premières semaines de COVID. Fait que ça a été vraiment le choc. C'est que les gens n'avaient pas de l'information à main. On a fait l'étude, on avait fait une étude avec Wakefield l'année dernière. Fait que c'était avant COVID. Puis c'était super intéressant. On voyait juste l'impact et le coût d'avoir pas avoir des bonnes données de qualité. Puis c'était assez flagrant. On voyait beaucoup les problèmes qui allaient arriver. Puis le COVID est arrivé puis a augmenté le besoin, augmenter je pense la demande d'avoir de l'information. Puis comme tu dis, il y a beaucoup de changements, mais les changements arrivent plus rapidement. Plus rapidement, il y a encore plus de disruption, il y a encore plus de changements, il y a encore plus d'activités, surtout avec les plus petites entreprises. Et puis, ce qu'on a vu avec cette année avec Wakefield, on voulait savoir c'est quoi le problème. Est-ce qu'on investit dans ce problème-là déjà? On sait la réponse. Moi, je sais que toutes les entreprises à travers le monde ont essayé de résoudre ce problème-là eux-mêmes ou par un service quelconque. C'est pas nouveau. On a développé des processus, on a acheté de la technologie pour pouvoir collecter, puis maintenir, puis enrichir l'information, que ce soit une panoplie de systèmes ou même acheter de l'information d'intelligence par des services, etc. Fait qu'on dépense de l'argent présentement, mais c'est le résultat de cet investissement-là qu'on fait déjà qui ne nous donne pas la meilleure qualité de données, qui ne nous donne pas l'opportunité d'être plus stratégique, d'avoir encore là une visibilité comme plus dynamique, plus latérale des fournisseurs, et puis d'avoir des bonnes données distribuées à travers nos systèmes pour qu'on puisse justement aller chercher comme le retour sur l'investissement qu'on a fait sur nos systèmes de technologie. Et puis, quand on a fait l'étude, on a présenté ça dans un webinaire avec Wakefield il y a à peu près un mois et demi. Nathan de Wakefield parlait justement de ces données-là. Puis un des chiffres qui, je pense que même Bertrand a réagi aussi, parce que moi, je pensais que le coût de maintenir l'information sur les fournisseurs était environ 500 $ par fournisseur. On a parlé qu'on pensait que c'était probablement qu'on a vu la même étude il y a probablement peut-être 3, 4, 5 années. Mais ce qu'on a vu dans l'étude de Wakefield, c'est que le coût en moyenne, ça c'est la perception des exécutifs de département d'achat et de supply chain, c'est que le coût moyen de gérer l'information sur les fournisseurs, c'est de 2 431 $ par fournisseur. Pense, si tu as 30 000 fournisseurs ou tu as 10 000 fournisseurs, 30 000 fournisseurs, on a des clients qui ont 100 000 fournisseurs, le coût est astronomique. On dépense beaucoup d'argent à essayer de résoudre ce problème-là. Ce qu'on a vu, c'est que les données ne sont pas meilleures. Et puis, on a vu comme juste de voir de la qualité, 82% des gens responsables des achats, ça c'était tous des exécutifs, c'est qu'ils n'avaient pas les données de qualité qui étaient satisfaisantes pour pouvoir répondre à la pandémie. 82%. Fait qu'on dépense d'argent, mais on n'a toujours pas les bonnes qualités. Beaucoup de l'effort qui est fait toujours, même avec l'investissement puis les transformations digitales, c'est encore très manuel. On dépend beaucoup aux services puis aux humains de travailler fort pour garder l'information
incluant les fournisseurs qui doivent venir à plusieurs portails. Et puis, le chiffre qu'on a vu, puis on passe beaucoup de temps à parler avec l'agilité parce que ça fait des années que j'entends le département des achats qui va être plus agile. C'est une chose de le dire, mais comment qu'on est agile? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi les outils ou le processus ou la façon d'opérer pour être plus agile? Puis ce qu'on a vu, c'est 96% des exécutifs disent que l'agilité est beaucoup plus importante que l'épargne. Donc, on voit un changement. L'épargne va toujours être là, mais selon moi, puis ça, c'est ma façon d'interpréter ces données-là, c'est que l'épargne, ça fait partie de l'agilité. Comme tu disais avant, ça se peut que ça soit une partie, on peut faire de la consolidation de fournisseurs parce qu'on en a trop. Mais si on n'a pas la visibilité, c'est où qu'on a des fournisseurs qui ont beaucoup de mêmes produits ou services qu'on pourrait peut-être faire une consolidation pour pouvoir avoir economies of scale, avoir des meilleurs prix ou essayer d'accélérer la rapidité des contrats ou de réduire les coûts de mener d'informations sur des fournisseurs qui font la même chose, mais on n'a pas de visibilité latérale. On ne peut pas développer une stratégie pour aider à pousser la consolidation. C'est la même chose que si tu n'as pas de la visibilité pour savoir que tu as des fournisseurs qui ont énormément de compétition, mais tu ne sais pas. Puis les départements ont utilisé les mêmes fournisseurs à chaque année, ils utilisent les mêmes fournisseurs sans faire un challenge pour pouvoir voir s'il y a d'autres fournisseurs. Puis c'était pas l'information rapidement dans les mains des gens qui sont en catégorie manager ou strategic sourcing manager au moment où ils ont l'opportunité d'influencer positivement. Tu manques l'opportunité d'influencer la décision puis d'aller chercher d'autres fournisseurs. Fait que, pour moi, l'agilité, c'est la façon de répondre plus rapidement aux demandes de l'entreprise au moment qu'ils en ont besoin, d'être plus prédictif dans ce qui se passe pour pouvoir communiquer avec des données. Moi, je ne pourrais pas opérer Tiabook sans avoir de données sur mes clients, sur notre plateforme, sur la vélocité de comment on développe notre pipeline. Donc, moi, je opère. Tout mon investissement se fait à partir de bases de données. Puis si j'avais pas ces données-là, je prendrais des décisions. Ça serait juste basé sur mon instinct. Mon instinct est bonne en partie, mais pas toujours bonne. Fait qu'on a besoin d'avoir de la visibilité pour pouvoir opérer. Que ce soit une entreprise ou que ce soit un département d'achat, c'est là que tu peux avoir vraiment plus d'impact. Je dirais, peut-être, ça me fait penser à deux choses, ce point sur l'agilité. Oui, évidemment, l'entreprise peut changer de stratégie achat, mais surtout ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une stratégie, il y a des stratégies qui vont être différentes selon que tu es sur effectivement quelque chose qui est stratégique, sur lequel tu vas plutôt chercher à sécuriser, et d'autres que tu vas pouvoir chercher plutôt à optimiser. Et évidemment, et tout ça change. Et je dirais une autre chose sur l'agilité, parce que on a vu cette fonction de catégorie manager qui est venue depuis quelques années, qui aujourd'hui, on commence à voir, moi j'entends aussi en Amérique du Nord, beaucoup de challenges sur les catégories managers, est-ce que c'est une bonne chose? Et peut-être il y a des changements aussi à venir dans ça, et ça veut dire que peut-être les acheteurs ne vont plus être si spécialisés que ça, parce que c'est aussi intéressant d'amener qu'un acheteur IT à faire de l'achat, je sais pas, sur la maintenance des bâtiments, parce qu'il y a des compétences croisées. Et je pense que du coup, la connaissance du marché fournisseur que tu as en tant que catégorie manager, elle est intéressante, mais si tu peux l'avoir avec les outils parce qu'ils vont t'aider à connaître le marché très très vite, ben finalement tu vas beaucoup plus facilement amener tes compétences d'acheteur d'une autre catégorie vers une autre catégorie. Et je crois que c'est aussi un peu l'avenir de pouvoir en tant qu'acheteur faire d'autres choses, d'autres catégories, se diversifier. Et ça va être aidé, je pense, par des outils qui vont aider à la connaissance. Ça aussi, c'est l'agilité à l'intérieur de l'organisation. Et aussi, évidemment, le turnover aussi des équipes achats, puisque ça existe évidemment partout, mais je pense que c'est aussi, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Il y a eu, on dit un mercato sur le marché du football en Europe, mais c'est un peu ça aussi sur le marché des achats. Il y a beaucoup de gens qui ont eu envie de changer de métier ou changer d'organisation. Et ça, on part avec le savoir. Et si on n'est pas capable de le retrouver là où on va, c'est un problème. Donc, je pense que c'est aussi important. Et je dirais une dernière chose sur le coût. Effectivement, comme tu le dis, le coût est frappant. On avait cette étude, je crois, de Gartner de 2013, je crois, sur le coût de la donnée fournisseur. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a surtout beaucoup plus de contraintes maintenant qu'il y a quelques années, et ça va continuer. Il y a
un cadre européen, par exemple, bientôt, qui va venir sur l'obligation de la connaissance fournisseur. Il y a déjà des lois en France, mais sur la RSE, donc la compliance sociale et environnementale. Et donc, ça va devenir une obligation européenne, ça va devenir une obligation du coup française et dans tous les pays européens, de s'assurer que le fournisseur respecte un certain nombre de choses. Et ça, on peut pas le faire en tant qu'acheteur pour tous ces fournisseurs, c'est quasiment impossible. Donc, on va aussi avoir besoin d'aide pour aller faire ces analyses beaucoup plus rapidement ou même les avoir sur l'étagère, comme vous dites par là-bas, disponibles tout de suite. Ben, c'est parce que les directeurs, les board of directors demandent. Les investisseurs demandent. Il y a beaucoup d'investisseurs présentement qui ont des fonds dédiés et puis ils ont un objectif dans l'investissement qu'il faut qu'il fasse partie du sustainability or diversity or ESG au total. Puis si votre CEO n'a pas l'information, n'est pas capable de savoir c'est quoi notre baseline, que ce soit une bonne baseline, qu'on ait l'information, on est capable aussi de mesurer les efforts qui ont été faits, de rajouter de la accountability, du sens de la responsabilité, oui. Pour pouvoir, si on est capable de voir aussi qu'est-ce qui se passe à travers l'entreprise, on est capable d'engager, on est capable d'aider peut-être à faire de la formation, à aider à pousser des décisions et puis à rapporter l'information, le progrès qui a été fait. Puis si le CEO est capable de le faire à chaque board meeting, puis l'information, c'est une façon que le département des achats peut avoir un impact énorme. Encore là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à partir, il y a une base de données qui est probablement plus petite, peut-être de meilleure qualité, c'est plus petite, puis est très curated, qui est fait avec un service, avec une validation, puis c'est ce qu'on voit, qu'on va reconnaître, qu'on va pouvoir rapporter. Mais il y a beaucoup aussi de pouvoir dans voir le 80% qu'on voit pas. C'est dans le 80% qu'on voit pas qu'on est capable aussi d'aller chercher plus d'informations, de faire plus un impact, puis aussi d'aller influencer les fournisseurs qui pourraient être certifiés, qui pourraient faire des changements pour contribuer à vos objectifs. Et puis, c'est ça qu'on ne voit pas aujourd'hui. On voit le 20%, mais on ne voit pas le 80%. Encore là, c'est l'échelle dans laquelle on peut utiliser la technologie pour aller chercher toute l'information qu'on a besoin pour faire des décisions qui sont plus éduquées, plus rapides, plus valables pour l'entreprise. Donc, je ne sais pas si tu veux commenter les quelques chiffres qui sont complémentaires à l'étude Wakefield que tu mentionnais sur les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à faire cette construction de base solide. Je ne sais pas si tu as des commentaires particuliers là-dessus, mais c'est vrai que ça regroupe un petit peu ce qu'on se disait sur les problématiques de temps nécessaires, sur la difficulté d'avoir la donnée de bonne qualité et les absences de stratégie de gouvernance. Je suis parti par le bas, mais évidemment, tu peux compléter. Pour moi, c'est quand on regarde, on parle de diversity, les fournisseurs divers. Je sais qu'en Europe, c'est pas aussi formalisé qu'aux États-Unis. On voit un grand changement. La plupart de nos clients veulent avoir des initiatives globales. C'est plus difficile parce que les fournisseurs ont besoin de s'enregistrer nécessairement comme aux États-Unis. Mais moi, quand je vois, oui, il y a une responsabilité sociale, environnementale et tout ça pour aller faire l'investissement dans des fournisseurs qui ont ces profils-là. Mais c'est aussi que l'innovation vient. Donc, si on est capable d'aller chercher de l'information plus rapide puis laisser les petites entreprises qui sont super innovatrices rentrer comme le pipeline d'innovation, c'est là qu'on fait des grands changements. Puis même nos clients aux États-Unis, parce que diversity, c'est une bonne étude de cas ou c'est une bonne use case pour pouvoir commencer à enrichir les données d'une façon automatisée. Ils le font parce qu'ils ont, mettons, certains objectifs qu'ils doivent rapporter, mais la plupart pensent plus le côté innovation. Comment qu'on laisse ces petites entreprises qui peuvent amener vraiment contribuer à l'innovation pour qu'on puisse les accéder, pour qu'on puisse travailler avec eux autres, pour être plus compétitifs, pour être plus sustainable, pour être plus à l'avance. Et puis, si on n'a pas accès ou si on rend le processus tellement compliqué pour ces entreprises-là, on ne va pas aller chercher l'innovation. Et puis, pour moi, quand je regarde cette diapo, c'est vraiment, ça parle
qu'est-ce qui empêche l'innovation de rentrer dans l'entreprise? Puis une chose que quelqu'un, Johnson Johnson, qui avait dit, on est tellement chanceux d'être dans le département des achats parce qu'on a une fenêtre sur l'innovation. On a une fenêtre sur le monde. Puis c'est la responsabilité, selon moi, du département des achats pour aller chercher de l'innovation qui va aider justement à résoudre des problèmes ou vraiment introduire la compétitivité qui n'est pas sur l'épargne, mais l'investissement qui va être fait va impacter les revenus, va impacter être à l'avance de la compétition et puis va pouvoir rendre l'entreprise beaucoup plus comme compétitif à long terme. Fait que moi, je pense que c'est la responsabilité du département des achats. Mais si on n'a pas l'information, on n'est pas capable, on est très tactique, on est très au service de, mais il faut vraiment changer la valeur. Puis la valeur, tu peux changer ça quand tu amènes la valeur. Tu peux dire à tout le monde, puis essayer de rebrander le département des achats pour dire comment on amène la valeur. Tu peux dire, mais les gens vont pas écouter jusqu'à temps qu'ils voient la valeur que tu es capable d'apporter. Puis ce qu'on voit dans les données ici, c'est pourquoi on n'est pas capable d'aller chercher, stimuler l'innovation, puis beaucoup à partir des données. On n'est pas capable d'avoir accès aux fournisseurs assez rapidement, puis pouvoir aussi partager l'information globalement avec les autres équipes. Si la connaissance est juste dans la tête de quelqu'un, on n'est pas capable d'aller chercher. Puis c'est de là qu'on parle de la généralisation des category managers, parce qu'on change maintenant, les employés vont être différents. Ça sera pas Mike qui est dans le département, dans la catégorie pendant 20 ans. Ça sera plus ça. Donc, comment on équipe les nouveaux employés qui veulent être plus stratégiques, qui veulent avoir un impact? Ils veulent pas faire des choses qui sont tactiques. Même dans mon équipe, je vois les gens qui font quelque chose 2 fois, ils l'automatisent. C'est une autre génération. Donc, comment qu'on se prépare pour cette génération-là? Il faut leur donner la visibilité des bonnes données. Il faut leur donner l'accès à l'information qu'ils ont besoin. Ils vont pas faire un 7-step process quand on va faire du sourcing. C'est fini ces jours-là. Le 7-step process était utilisé pour aller chercher l'information, pour pouvoir gérer un processus pour arriver à une décision. Puis la business demande des décisions plus rapides. Ils veulent pas dépenser d'argent, pas nécessairement. Ils veulent pas se mettre dans le trouble puis avoir comme être sur la page principale du journal, mais ils veulent prendre des décisions plus rapides puis des meilleures décisions avec toute l'information qu'ils ont besoin pour faire une décision. Puis je pense que c'est de là qu'on s'en va, c'est là qu'on bouge, mais sans données, avoir des données qui sont en compartiment à différentes fonctions, aux différents systèmes, tu n'arriveras pas à avoir les données efficaces à travers tes systèmes puis pousser l'information aux gens qui prennent des décisions tous les jours, que ce soit au département des achats ou dans la business. Okay. Donc, effectivement, on est effectivement là-dessus, c'est clair qu'il y a beaucoup à faire aussi sur l'innovation, ne pas être simplement au service de, comme tu dis, un service support, un back-office des opérations, mais être avec les opérations pour aider. Et être plutôt effectivement business partner, mais ça effectivement c'est ce que tout le monde veut faire et c'est aussi difficile à mettre en œuvre, mais je pense que les outils doivent pouvoir nous aider. Alors, on a effectivement voulu montrer aussi aujourd'hui le changement qui est un peu en train de s'opérer. Alors peut-être que tu vas nous commenter cette carte, parce que ce qui est intéressant à dire ici, c'est donc une vision de la par IT Kearney qui a été produite il y a assez peu de temps sur une vision de l'outillage des achats et vous avez été placé au centre. Hein, c'est pas vous qui avez fait cette carte, hein, Stéphanie, mais de voir que des acteurs comme Teambook, évidemment comme vous, comme X, dont nous sommes aussi partenaires, sont vraiment placés au cœur du jeu. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être placé comme ça au centre de l'attention et puis finalement d'être le point focus de tous les autres systèmes? Je pense qu'au début, on a confus le marché parce que avec des bonnes données, soudainement, il y a toutes sortes de use cases qui en sortent. Et puis, je pense que les clients se demandaient qu'est-ce que Steelbook fait? Est-ce que vous enrichissez des données? Est-ce que vous faites du discovery? Est-ce que vous faites du sustainability, du diversity? Est-ce que vous faites de la consolidation? Puis on fait tout. Mais nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on ne va pas développer des softwares qui vont compétitionner avec le marché du e-procurement. On va focuser sur le mécanisme pour améliorer les données, puis automatiser, je vais changer mes mots,
puis de distribuer cette information-là sur les systèmes historiques puis les nouveaux systèmes. L'analogie souvent que je donne, c'est que avec mon téléphone, il n'y a pas si longtemps, si je perdais mon téléphone, je perdais tous mes contacts, je perdais mes vidéos, mes photos, j'envoyais des emails à tous mes contacts pour me renvoyer leurs contacts. Il y avait beaucoup de friction. Mais aujourd'hui, si je perds mon téléphone ou je veux aller chercher la nouvelle version d'un iPhone, ça me prend des secondes. Puis ma montre est updatée, mon ordinateur, mon iPad, mon téléphone. Je suis plus un esclave à la technologie comme telle parce que mes données sont dans le cloud. Et puis, c'est la façon que nous, on a vraiment approché le marché. C'est comment qu'on peut amener une plateforme qui est agnostique de tous les systèmes parce que nos clients ont des systèmes très, très complexes. Ils vont pas enlever leur système historique pour les remplacer. Pas aujourd'hui, probablement pas dans les prochains, peut-être 5 à 10 ans, peut-être jamais. Peut-être pas, mais il y a une panoplie maintenant de nouvelles outils digitales qui sont super, qui ont beaucoup plus d'intelligence pour faire des contrats, pour faire des RFP, pour faire du compliance, tout ça. Mais s'ils dépendent sur un portail pour que les fournisseurs viennent sur le portail pour que leur solution soit efficace, c'est là que moi, j'enlèverais 50% des résultats. La valeur d'investissement, 50%, je pense que je suis généreuse. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas personne qui a la masse critique de toutes les compagnies à travers le monde pour pouvoir convaincre tous les fournisseurs de venir sur leur plateforme. Et puis aussi la connexion de ces systèmes-là sur les systèmes historiques, ça fonctionne pas. Donc, la façon que moi, j'ai vu, puis je me souviens, Héloïse Epstein de Kearney parlait à ISM, une conférence il y a peut-être 4 ans, puis nous, on est aussi sur le Thought Leadership Council de ISM. Puis j'étais allée voir sa présentation, puis elle parlait justement elle avait une diapo qui montrait aujourd'hui, il y a 4 ans, tu avais le système, puis tu avais les données. Chaque système avait leur petite base de données, puis il n'y avait aucune connectivité. Puis elle changeait, elle voyait comme dans les prochains 2 à 5 ans, qu'il y avait une migration sur un écosystème qui était beaucoup plus intégré. Puis elle avait mis dans le milieu, ça s'appelait un Data Lake AI Hub. C'est là que c'est comme, c'est ça que nous, on est, c'est exactement dans le milieu. Mais là, premièrement, on commençait à parler de fondation de données. Et puis, ça n'a pas été ça. On n'a pas, we didn't sponsor d'avoir notre logo ici, mais c'est de reconnaître que soudainement, le marché est venu de notre côté. Que soudainement, nos clients ou les clients avaient échoué à l'implémentation, ou avaient beaucoup de friction, ou il n'y avait pas le outcome de ce qu'ils avaient investi, n'était pas ce qu'ils avaient pensé, ou qu'il y avait complètement d'échec de la transformation digitale. C'est ce qu'on entend des chefs de département d'achat des grandes compagnies. On a investi dans Coupa, Ariba, Jagger, Ivalia, des systèmes, on a nos ERPs, on a même peut-être un Master Data Management qui est pas si pire. Bon, c'est les connectivités de ces systèmes-là, puis d'avoir l'extérieur qui est aussi combiné avec nos données pour pouvoir enrichir, distribuer l'information à travers nos systèmes qui est consistant, qui est enrichi, qui est validé, puis qui devient de plus en plus intelligent. C'est ce qui nous manque. Puis c'est vraiment ce que nous, on a focusé depuis les dernières 4 ans et demi. Aujourd'hui, c'est la façon d'utiliser la technologie pour ne pas dépendre des fournisseurs, de ne pas dépendre des clients qui nous donnent leurs données pour pouvoir enrichir notre plateforme. C'est là qu'on a utilisé machine learning d'une autre façon que la plupart des gens utilisent le machine learning. La façon populaire de l'utiliser, c'est d'apprendre des utilisateurs puis d'automatiser parce qu'on apprend des utilisateurs. La plupart des softwares, c'est la façon qu'ils vont développer leur software puis ils vont rajouter du machine learning dans le software. Puis ça, on en a aussi parce qu'on a une interface, on a une plateforme que les gens peuvent entrer, faire des recherches de fournisseurs, peuvent créer des listes, tout ça. Mais puis on apprend de ça. Mais encore là, dans le département des achats, c'est pas comme du côté consommateur qu'il y a des 100 000 de personnes à chaque minute qui rajoutent des données. Puis il y a tellement de systèmes qu'avoir encore là, c'est la masse critique d'avoir un impact sur comment utiliser du machine learning, ça n'arrive pas assez vite.
Fait que nous, la façon qu'on l'a utilisé, puis j'étais chanceuse parce que j'étais chercher un CTO qui avait justement beaucoup d'expérience en Big Data, Machine Learning, mais il avait aussi travaillé à Ariba pendant 10 ans, puis il était chez IBM avant ça, donc il comprenait le problème que je voulais résoudre. C'est comment qu'on développe une technologie qui ne dépend pas des clients de nous donner leurs données pour leur donner de la valeur, puis on ne dépend pas des fournisseurs pour venir sur un portail pour donner de la valeur aux clients. Est-ce que c'est possible? Parce que si on est capable de le faire, puis c'est agnostique à toutes les autres technologies, on peut introduire une fondation de données qui est dynamique, qui est intégrée, qui fait partie de l'écosystème, dans le fond, qui va garder les données constantes, améliorer avoir plus de insight, plus de prédictions over time. Donc, la façon que nous, on a fait ça, c'est aller chercher on a développé des algorithmes qui vont chercher proactivement l'information à travers, c'est maintenant 400 millions de sites web, databases, etc. Puis on utilise des machines pour pouvoir identifier c'est quoi un fournisseur qui est B2B. Donc, juste de base, on est capable de trouver une compagnie que l'information sur le site ou le database, c'est une compagnie qui vend aux entreprises. Nous, on ne veut pas aller chercher des coiffeurs, des barbiers, etc. De là, c'est qu'est-ce qui est sur cette compagnie intéressant, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est accurate, qu'est-ce qui est bon d'information. Puis là, puis ça aussi, c'est un autre problème de machine learning, c'est que l'unification de l'information. Qu'est-ce qui fait que cette information-là ou ce certificat-là ou ce contact-là fait partie de la même compagnie? Et puis, fait qu'on a développé des algorithmes pour unifier toute l'information. Puis, on a créé ce qu'on appelle un Universal Supplier Profile, donc un profil universel de chaque fournisseur qui est dynamique, puis qui continue à travers le temps toujours s'améliorer, toujours devenir plus accurate. C'est quoi le... Précis. Merci. Plus précis, puis encore plus insightful, plus prédictif à travers le temps. Puis on est capable de... L'information qu'on va chercher, c'est qui le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi leurs produits, leurs services. Ils devraient être catégorisés comment. Fait qu'on a utilisé des algorithmes pour développer une façon d'automatiser la catégorisation. On est capable de prendre un vendor master puis dire exactement combien de compagnies qui sont uniques, puis c'est où qu'il y a des duplications de compagnies. Fait que déjà là, nos clients au départ peuvent voir, on a un client qui avait 30 différents contrats à travers l'entreprise, une compagnie était très décentralisée. Puis juste de là, il était capable d'aller chercher une négociation pour avoir un prix consistant à travers toutes les différentes fonctions, puis ont sauvé quelque chose comme 30 millions de dollars. Fait que c'est déjà du ROI, juste en ayant de la visibilité. On veut savoir c'est qui leur client. On est capable d'aller extraire des logos sur leur site web, par exemple, pour savoir c'est qui leur client, dans quelle industrie ils travaillent, sont localisés où ils font affaire, c'est qui les gens qui sont clés en vente ou les exécutifs. On va chercher de l'information. On investit beaucoup présentement en risque environnemental, social, politique. On a même récemment, je pense qu'il y a 2 semaines, dans un démo, on a montré à un client prospect qui avait un de leurs fournisseurs principaux qui était sur le Corruption Index. Puis on était capable d'aller chercher où ça provenait l'information pour leur montrer pourquoi qu'il y avait cette donnée-là. Puis c'est vraiment comme quelque chose qu'ils ne savaient même pas. On va chercher de l'information financière, avec tout ce qui peut accélérer le onboarding. Puis on est devenu très, très bon à aller chercher des certificats. Donc, on est capable, avec les machines, d'aller chercher un certificat, de lire le certificat, les classifier, unifier au profil, puis de l'amener dans le profil. Fait que nos clients, non seulement, ils savent quel fournisseur a le certificat pour diversité, sustainability, GDPR, SOC 2 et tout ça, mais aussi ils peuvent même aller faire un audit puis voir le certificat directement dans le profil. Donc, c'est vraiment les 5 catégories sur lesquelles on est focusé, plus on commence à bâtir des informations qui est plus analytics. De toute l'information qu'on accumule du monde entier, combinée avec l'information que nos clients ont, sans partager aucune des données, évidemment, qu'est-ce qu'on peut commencer à extraire pour donner plus d'informations qui sont plus prédictives. Et c'est vraiment l'intelligence sur laquelle on a focusé. C'est une façon différente d'utiliser du machine learning. Pour nous, ça a été notre plus grand differentiator. Puis même quand j'ai jugé au Digital Procurement World la semaine dernière,
la question que j'avais à toutes les startups, c'est comment tu vas chercher tes données. Puis la plupart, c'est soit qui aggregate, ils agrègent l'information d'autres personnes ou ils dépendent des fournisseurs à venir sur un portail. Puis ils ont plein d'excuses pourquoi les fournisseurs vont venir sur leur portail, mais la réalité, c'est que ça il faut vraiment que tu penses différemment. Puis aussitôt, j'ai commencé à demander la question, les autres juges ont commencé à demander la question, puis on voyait vraiment où que l'innovation venait. Puis nous, ce qu'on voit, c'est que toutes ces startups-là ont besoin de données pour être efficaces parce que ce qu'ils font, c'est super important. Ça peut être très utile, ça peut accélérer les processus, mais sans avoir des bonnes données, ça va prendre du temps à pouvoir devenir aussi, amener autant de valeur pour eux autres comme entreprise, puis aussi aux clients. Ils vont pas pouvoir extraire la valeur qu'ils ont investie. Donc, je profite juste, on approche du terme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a une zone de questions dans le webinaire sur la droite. Vous pouvez poser des questions à Stéphanie si vous voulez quelques précisions. Oui, ok, Stéphanie, donc c'est aussi intéressant donc de voir comment vous avez travaillé depuis 6 ans à ça. Donc en fait, presque ça travaille tout seul maintenant. Après, il faut toujours continuer, j'imagine, à améliorer tout ce qui travaille, les algorithmes et toute cette intelligence. Mais tu viens de le dire, il y a beaucoup de choses encore, j'imagine, à faire et ça continue d'évoluer. Peut-être si tu peux illustrer quelques endroits où dans le processus aujourd'hui qu'on connaît, le processus donc sur Soupé, de la planification à l'analyse du marché jusqu'à la gestion du contrat, où est-ce que finalement Tiltbook s'inscrit en fait quels sont aujourd'hui les quelques exemples dans les quelques minutes qui nous restent sur lesquels vous avez beaucoup de valeur ajoutée. Oui, mais ça, nous, on parle d'intégration on a un partenariat avec iValueUp. C'est pourquoi on était déjà partenaire avec Victim. Là, le fait qu'on ait une intégration directe dans iValueUp, on démontre ici dans le source to pay, fait que c'est pas dans tous les systèmes, mais spécifique de source to pay, nous qu'on a besoin de donner à travers le processus d'architecture du source to pay. Fait que je vais pas parler de tous les détails, mais c'est vraiment de démontrer, pour simplifier, quand on regarde une intégration avec iValueUp, il y a 2 raisons pour lesquelles tu veux vraiment pouvoir augmenter tes données. Un, c'est augmenter les données sans avoir le service pour faire l'enrichissement à l'implémentation. C'est d'avoir l'enrichissement à travers 100% des fournisseurs, puis de moins dépendre aux fournisseurs de venir mettre leur information pour pouvoir extraire la valeur que tu as besoin puis prendre des décisions. Donc, généralement, dans le portail, dans la façon que les données sont enrichies du vendor master. Puis de l'autre côté, c'est quand je parlais au début qu'on regarde les algorithmes pour pouvoir identifier des compagnies qui sont similaires, qu'on regarde à 300 dimensions. C'est qu'on a une search engine qui est très, très puissante. Et puis, iValueUp est capable, maintenant, on a un API dans le sourcing module. Donc, si on a un acheteur qui veut faire un RFP, ils peuvent cliquer dans Tiltbook, ils peuvent aller chercher l'information sur leur fournisseur qui existe déjà avec la relevance, le spend, la géographie, le type de service. Ils peuvent même faire similar supplier search dans même la base de données qui existe. Puis ils peuvent aussi juste cliquer pour sortir de leur base de données puis trouver des fournisseurs qui sont plus similaires. Fait que ça, si tu essaies de faire du reshoring, tu vas amener des fournisseurs plus locaux, tu veux des fournisseurs qui ont des sustainability certificates, qui sont plus compétitifs, qui sont innovateurs, tu peux le faire dans le RFP de iValueUp, bâtir ta liste, et puis de là, ça l'amène la liste et les contacts directement dans le RFP d'iValueUp. Fait que c'est une façon de faire le processus comme super rapide. Il y a beaucoup de termes autour de scouting. Pour moi, scouting, ça prend du temps. C'est vraiment d'amener l'information directement. It should be no scouting. It should be that the information sont vraiment au bout de tes doigts, puis que les acheteurs sont capables d'avoir une discussion plus intelligente, plus éduquée, et puis pouvoir lancer le processus très rapide. On a un exemple d'un client où il y avait un contrat ça s'appelle du piping là, pour une compagnie pharmaceutique. Et puis, dans la business, ils disaient non, c'est le seul fournisseur à travers le monde qui fait ce type de piping-là. Puis la personne le category manager a dit, OK, ben, écoute, je regarde dans Tiltbook, puis on dirait qu'il y en a 6 autres qui semblent avoir le même type de piping qui est familier aussi aux compagnies pharmaceutiques.
ça dérange-tu si on leur demande de faire une soumission juste pour être sûr qu'on extrait la valeur, le plus de valeur possible de notre fournisseur. Puis si c'est le même fournisseur, tant mieux, mais ça dérange-tu? Puis ça va être en une semaine. Écoute, ils ont sauvé 25 millions de dollars. Puis ça, c'est parce que le Category Manager avait l'information, justement, dans la conversation, était capable de faire une discussion plus éduquée. Il n'y avait pas vraiment de choix. La personne en business ne pouvait pas débattre le fait qu'elle avait parce qu'il y avait l'information dans ses mains. Donc, encore là, c'est comment aller chercher l'information le plus rapidement possible. Puis dans Evalua, tu peux le faire des deux façons. Ouais, effectivement, alors, comme tu disais, on est partenaire Evalua depuis 2015 et partenaire de Teambook depuis 2018. Donc, on a été très heureux de voir des partenaires qui sont devenus partenaires aussi entre eux, parce qu'on avait compris la valeur d'Evalua, on avait compris la valeur de Teambook et on savait que les deux pouvaient faire des choses vraiment, vraiment pertinentes et qui allaient amener de la valeur, comme tu le dis. Et c'est vrai, il y a une fonctionnalité que moi j'adore, c'est on est sur la page d'un fournisseur, on peut simplement cliquer pour chercher depuis Evalua vers Teambook tous les fournisseurs qui sont similaires. Ce que tu viens de dire avec cet exemple, donc on peut le faire dans un cadre d'un sourcing, mais on peut le faire aussi dans la vie de tous les jours. Vous êtes sur la page d'un fournisseur, et boum, vous pouvez, si vous voulez diversifier, simplement faire une petite analyse de marché en un clic. Vous allez capturer comme ça toute l'intelligence que tu dis et tout ce qui a été amassé, tout ce qui a été agrégé par Teambook. Et ça, c'est pour moi une très belle illustration de ce qu'on peut avoir comme levier grâce à Teambook et Evalua. Et puis, je pense qu'on peut travailler sûrement avec d'autres fournisseurs qu'on ne peut pas forcément nommer ici, c'est pas grave, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de noter que effectivement, pour moi, c'est une des valeurs. Effectivement, tu as parlé des données, des certificats, de la RSE, tout ça aussi est très très important dans le processus, on le sait. Mais être capable d'avoir la connaissance du marché rapidement, ça, je pense que c'est assez critique. Il nous reste très peu de temps, donc on a un tout petit peu parlé d'Evalua et Teambook, mais je pense que si vous avez des questions, évidemment, vous pourrez vous tourner vers nous à travers les réseaux sociaux ou à travers les websites de Fluxing et de Teambook, et nous poser des questions. Juste, Stéphanie, je crois qu'il y a une question intéressante, c'est sur quelle zone géographique les données sont disponibles? Parce que tu disais que tu es basé à Toronto, mais du coup, les données, c'est quoi? C'est l'Amérique du Nord surtout? Ben, malheureusement, on a presque aucun client au Canada. On en a deux. La plupart de nos clients sont basés présentement aux États-Unis. Ils opèrent globalement. Puis nous, l'information qu'on va chercher sur les fournisseurs, c'est global. On a 4,7 millions de fournisseurs aujourd'hui de profils. Puis on moniteur environ 12 millions de compagnies. Fait que c'est vraiment notre base de données est globale parce que nos clients sont principalement en Amérique du Nord aujourd'hui. Puis ça change. On a maintenant une équipe en Europe. On a beaucoup plus de données qui est rajoutée au profil en Amérique du Nord, mais encore là, tu sais, à peu près 50% des 4,7 millions sont en Amérique du Nord. Le reste, 50% est global. Puis ça change. On va être à 6 millions d'ici la fin de l'année. C'est pas parce qu'on a besoin de temps d'aller chercher de l'information, c'est que nos algorithmes, ils vont pas créer un profil jusqu'à temps qu'il y a assez de familiarité à un fournisseur ou qu'il y a un besoin quelconque ou que l'information est assez complète. Donc, encore là, on moniteur 12 millions de compagnies qu'on doit être assez intéressantes pour nos clients, mais on a assez de qualité dans 4,7 millions. Ça commence à changer parce qu'on ouvre des nouveaux secteurs comme on est maintenant en technologie, like mining, construction, higher education, manufacturier, tandis qu'au début, on était principalement en pharmaceutique, healthcare. Ça a changé. On a maintenant des banques, on a des grandes banques qui sont encore là, qui opèrent globalement. Donc, on n'a pas besoin de l'information de nos clients, mais quand on a un vendor master, ça devient le DNA. Et puis là, avec nos algorithmes, on est capable d'aller chercher c'est qui les fournisseurs qui sont le plus similaires. Après qu'on ait s'assurer qu'on a enrichi l'information sur 100% de leurs fournisseurs qui ont une présence sur le web. Si on n'a pas de présence sur le web, on n'est pas magicien. On est magicien, mais s'il n'y a pas aucune présence, on ne peut pas aller chercher de l'information. Mais là, de là, on va dire, OK, c'est quoi le Extended Network? Fait que là, si on a des fournisseurs, qu'on a on n'a pas assez d'informations, on va focuser. Par exemple, on avait un client qui cherchait des services très, très, très spécifiques en Égypte et à Glasgow, en Écosse. Puis là, on n'avait pas autant de fournisseurs, mais en une semaine, on leur a démontré comment qu'ils ont enrichi leur recherche significamment.
Juste une dernière question, tu vas avoir 30 secondes pour répondre. J'ai des problèmes de données, voilà, de mauvaise qualité, inorganisées, c'est un des gros problèmes dans l'organisation. Beaucoup de traitements manuels dans les outils. Ce serait quoi le première étape pour commencer à fixer, à améliorer ces données? Vous n'êtes pas toute seule. Tout le monde a des problèmes de données. Donc, c'est de nous contacter. Le premier, on a un plateforme fee que, aussitôt que tu actives ton vendor master, on vous donne vos données sur un dashboard qui est enrichi. Notre équipe de Customer Success, Customer Experience vont faire l'analyse avec vous de vos données, de s'assurer que la première fois, comment vous utilisez, pourquoi c'est important d'avoir des données. Fait que s'il y a un cas où qu'on peut vraiment comme focuser d'avoir du succès, le plus rapidement qu'on a du succès, le plus d'énergie que ça crée, le plus de possibilités qu'on voit, puis le ROI. Donc, moi, j'appelle ça Stage 5, c'est vraiment d'avoir toutes les technologies intégrées sur une fondation de données. Ça, c'est des 100 millions de ROI, mais si on commence ici, on peut aller chercher des ROI très rapidement. Puis si on peut le faire même dans la première journée qu'on voit les données, comme le client qui était capable de renégocier pour avoir un prix constant qui a sauvé 30 millions de dollars. En fait, on sait pas on sait pas au début, mais c'est très rapide. Il y a pas, on n'a pas de service, on n'a pas des gens qui font l'évaluation de données. C'est fait, on fait un match sur nos machine learning, puis on vous redonne vos données sur Tealbook, la plateforme enrichie. Bon, Stéphanie, merci. Encore, je pense qu'on pourrait, vous avez compris, passer encore beaucoup de temps à discuter avec Stéphanie qui a beaucoup de choses effectivement beaucoup d'expérience à partager. Merci encore Stéphanie pour le temps consacré. Merci à tous aussi de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ça vous a un petit peu informé sur ce qu'on cherchait à faire. Donc la valeur et les leviers qu'on peut utiliser, qu'on peut dégager de ces données fournisseurs, et quelques idées avec Tealbook notamment, qui sont des technologies pas émergente. Aujourd'hui, je pense que vous êtes bien installé. C'est plus qu'une émergence, donc vous êtes vraiment là. Et effectivement, donc n'hésitez pas à contacter Stéphanie ou directement Tealbook ou moi-même. Et puis, on sera ravis de vous mettre en relation. Comme je le disais, on va partager avec tous les participants ce que vous avez vu aujourd'hui, l'enregistrement. Vous pourrez le partager avec les équipes, la présentation. Et je vais simplement terminer en disant que on a le 8 juillet, le prochain événement, le prochain webinaire avec Grant Thornton sur la maîtrise des dépenses. Donc, le 8 juillet à 11h, heure de Paris. Parce que je sais qu'il y a aussi des gens au Canada qui nous écoutent. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les informations sur la page LinkedIn de Fluxim. Si ça vous intéresse, on sera ravis de vous y retrouver également. Merci à tous. Bonne journée à toi, Stéphanie, de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont en Europe. Merci à vous. Au revoir. Ouais, merci d'avoir fait pratiquer mon français. Bye bye. Bonne journée. Merci de m'avoir reçu.